Bienvenue sur la chaîne Le Coin des Joueurs. Donc, je vous présente Élise. Bonjour, je m'appelle Élise et je suis bénévole pour Accessi Jeux depuis maintenant 2 ans. Et c'est une association qui est aussi une ludothèque dans le 12e arrondissement de Paris. Je m'implique dans cette association de plusieurs façons. C'est une association en fait qui vise à rendre le jeu accessible aux malvoyants et aux non-voyants. Donc une première façon d'être bénévole pour cette association, c'est de participer à l'adaptation des jeux. En fait, on adapte les jeux manuellement en collant des petits autocollants sur les cartes pour les rendre accessibles aux non-voyants très facilement, en codant les couleurs, les chiffres, pour que la personne puisse jouer juste en touchant les cartes. Donc, une première façon d'être bénévole, c'est d'adapter les jeux lors de sessions d'adaptation. J'ai commencé un peu comme ça, et par la suite, j'ai pris d'autres responsabilités dans l'association. J'ai participé à des forums d'associations, à des festivals, à différents événements, toujours avec le but de faire connaître l'association, contribuer aussi à rendre le jeu accessible à tous de cette façon. Voilà, donc en fait, avec Élise, on s'est rencontrés au Festival de Cannes et je suis tombée sur le jeu TTMC que je connaissais en version brune. Et j'étais là, mais pourquoi il est blanche? Et je trouvais le concept super bien parce qu'il y a plein de jeux de société que moi, j'aimerais proposer à des personnes âgées et soit elles sont sourdes ou soit elles sont malvoyantes ou non-voyantes. Et je pense que, c'est une super idée de reprendre le jeu et de l'adapter en fonction de l'handicap de la personne. Mais en fait, le top du top, ça serait que le créateur, l'auteur du jeu, crée directement pour que ça soit adapté aux personnes, quoi. On a effectivement beaucoup de jeux qu'on adapte manuellement et après, il y a l'association qui a développé également depuis plusieurs années une branche édition. Donc là, il y a un travail mais c'est effectivement de la réédition des jeux qui étaient déjà existants dans le commerce, qui sont réédités dans une version directement accessible aux personnes en situation de déficience visuelle. Donc là, on a un matériel qui est adapté. Ça fait une version un peu de luxe pour les personnes qui sont voyantes, parce que l'idée, c'est pas de faire uniquement des jeux pour les personnes en situation de handicap, c'est faire des jeux qui sont accessibles à tous, parce que l'inclusion, c'est aussi une valeur importante pour l'association. Effectivement, actuellement, c'est toujours des rééditions. Il n'y a pas pour l'instant de processus de création d'un jeu qui serait conçu dès le départ avec cette finalité. On a plutôt la démarche inverse, d'être dans une démarche de prospection pour voir l'actualité des jeux qui sortent, réfléchir ensemble s'ils sont adaptables, pas adaptables, en partant de ce qui se fait déjà. C'est pour ça aussi que quand on était à Cannes, au Festival de jeux, on avait un travail de veille pour voir un peu les nouveautés, être aux premières loges pour savoir un petit peu ce qui allait sortir et ce qui était envisageable d'adapter, avec pourquoi pas à l'avenir d'autres jeux de manière entièrement conçue dès le départ pour les personnes en situation de déficience visuelle. C'est un super concept. Je le vois de plus en plus. Il y a certains auteurs, ils essayent déjà d'entamer le pas, notamment pour les daltoniens. Ils font déjà attention à ça. Parce que des fois, je leur posais des questions, mais pourquoi il y a ça? Ils me disent c'est pour les daltoniens. Donc, il y a quand même cette démarche qui arrive. Ça prend du temps. Ça serait top que les auteurs créent directement. Mais c'est super bien que vous ayez une édition pour cela aussi. Pour l'instant, on a plusieurs jeux qui sont réédités. Il y a eu Tutilix pour commencer. Ensuite, on a eu Quarto qui est ressorti en version Access. La particularité de Quarto Access, c'est que le prix de vente de la nouvelle version n'a pas été plus importante que le prix de vente de la version initiale. C'est un paramètre à prendre en compte. Souvent, on est obligé de faire un surcoût. Cette nouvelle édition va être forcément un peu plus chère du fait de l'adaptation. On a également, en plus du Quarto Access, on a le jeu Mo qui est ressorti en version Access, qui est à la différence de Quarto qui était un jeu abstrait pour 2 joueurs. Mo, c'est un jeu plutôt avec public de famille. Du coup, c'est bien, ça fait une gamme assez variée. Et à Cannes, on a présenté 2 jeux qui ne sont pas encore disponibles dans le commerce, mais qui vont l'être très prochainement. C'est le fameux TTMC, Tu te mets combien, en version Access, donc accessible aux personnes en situation de déficience visuelle, avec un système assez astucieux de puces qui sera dans les cartes. Donc avec le téléphone, avec un smartphone, le téléphone va détecter la puce et lancer la synthèse vocale qui va lire la question. Et ensuite, forcément, donner la réponse. Et donc ça, c'est
un des jeux qui fait l'actualité, et bien sûr Lucky Numbers qui a été réédité aussi. Il a été proposé là, au Festival de Cannes en avant-première. Les gens ont pu le tester et c'est vrai que le matériel est vraiment très beau, très agréable à manipuler. Et on passe d'un petit jeu de chiffres. Quand on met côte à côte les deux boîtes, on voit clairement la plus-value. Alors, c'est sûr que là, il y aura par contre un petit surcoût, mais qui peut totalement se justifier par la beauté du matériel. Parce que c'est aussi le plaisir de manipuler les pièces au-delà du plaisir de jouer. On a, voilà, ces quelques jeux qui sont disponibles en réédition de luxe, accessible à tous. Est-ce que tu as fait des études? Oui, alors moi j'ai un parcours un peu atypique. J'ai une formation d'ingénieur en fait. Je me suis longtemps cherchée et il y a toujours quelque chose qui revenait perpétuellement. C'était vraiment l'envie de faire quelque chose d'utile aux autres. Ça a toujours été un aspect important pour moi de faire voilà, que mon travail ait un sens en fait. Ça a été mon axe dès le départ. Donc ça a pris un peu de temps. Là, actuellement, j'occupe des fonctions administratives dans la fonction publique, donc pas du tout dans le monde du jeu. Je tire parti de toutes les occasions pour donner du sens sur les postes que je peux occuper et utiliser le temps libre que je peux avoir pour déployer tout ce temps au service des autres. Et là, l'association Accessi-Jeux m'a vraiment donné une chance incroyable, c'est que ça m'a donné la possibilité de m'investir dans quelque chose voilà, qui avait du sens. Et en plus, avec le biais du jeu, parce que, et ça, les adhérents me le disent, enfin, nous le disent à tous régulièrement, ils sentent qu'on fait ça par plaisir. C'est pas on va pas travailler le matin en disant oh non, il faut aller bosser. Non, quand on est bénévole dans une association, et encore plus pour une association de jeux, c'est qu'on a envie de partager ça avec les gens. On partage cette envie de jouer, d'avoir des moments conviviaux. L'inclusion est dans tous les esprits parce que voilà, l'idée, c'est de passer un moment convivial avant tout. J'ai réussi, on va dire, à allier un petit peu ma profession et mes activités de bénévole. Pourquoi pas par la suite évoluer un peu plus vers le monde du jeu. Moi, je ne me ferme aucune porte, mais pour l'instant, je suis plutôt satisfaite de la façon dont j'ai pu concilier vie professionnelle et engagement associatif. Et du coup, donc ton parcours, tu as fait des études d'ingénieur, donc je pense que c'est 5 ans, c'est ça? Oui, c'est ça, Et, effectivement. et après, tu as trouvé du travail donc, dans l'administratif? Enfin, pas directement. Avec mon diplôme d'ingénieur, quand on a un bac+5, clairement, ça donne des possibilités pour faire pas mal de choses. Au niveau de la fonction publique, c'est par concours. Donc, ça permet de passer les concours du niveau qu'on souhaite. Voilà, donc j'ai fait un petit cheminement. J'ai pas travaillé sur des postes administratifs. C'était clairement pas la vocation initiale. Mais c'est une bonne façon voilà, d'avoir un emploi qui ne soit pas trop envahissant et qui permette d'avoir pas mal de temps libre pour d'autres activités. Parce que là encore, pour moi, c'était important de ne pas consacrer ma vie uniquement à travailler. Quand je vois les personnes qui sont ingénieurs, qui sont dans le conseil, en entreprise, c'est des postes déjà à haute responsabilité, au pouvoir, à management. Moi, ce n'est pas du tout ma vocation. Moi, le pouvoir, l'argent, ça n'a jamais été des moteurs pour moi. Encore une fois, moi, c'était avant tout que mon poste ait un sens. Du coup, je préfère avoir un emploi qui me plaît. Ça ne me dérange pas du tout d'aller travailler le matin. Au contraire, moi, j'essaye de tirer profit de tous les endroits par lesquels je passe, de m'appuyer sur les gens positifs que je peux y trouver. Et des gens positifs, quand on ouvre un peu les yeux, on en trouve partout. Utiliser mon temps libre pour faire plein d'autres choses et pas que de l'associatif. J'ai envie de faire du sport, j'ai envie de faire plein de choses à côté. Et voilà, j'ai pas envie que ma vie se résume à métro, boulot, dodo. Tu as terminé à travailler donc, dans l'administratif et comment tu as réussi à trouver Access Jeux? Ça m'arrive de passer par des phases de questionnement. Je pense que c'est important de se remettre en question personnellement, mais aussi de remettre en question un peu sa situation professionnelle, affective, tout ça, voir si on est toujours en accord avec soi-même. Lors de réflexion, je me suis dit, pourquoi pas travailler complètement dans le monde du jeu, en fait, puisque c'est quelque chose qui m'intéresse tant. Pourquoi pas? Enfin, déjà, j'allais commencer par me renseigner un petit peu. Donc, je me suis dirigée vers la ludothèque qui était la plus proche de chez moi, tout simplement. Au départ, j'avais vaguement vu qu'il était question
de handicap, de personnes malvoyantes, mais je ne savais pas exactement trop de quoi il s'agissait. J'y suis vraiment allée avec l'idée de voir comment ça se passait dans une ludothèque, quels étaient les acteurs, qu'est-ce qu'on y faisait, comment le public était reçu. J'y suis allée avant tout de cette façon. Et par curiosité, pour voir un petit peu. Et puis, en fait, très rapidement, quand on met les pieds dans un lieu associatif où on se sent bien et où on sent qu'on est utile, on continue, en fait. C'est comme ça, un peu par hasard. Et en fait, j'en suis plus repartie. Après, ça fait seulement 2 ans, mais il s'est passé plein de choses. Et là, j'ai eu la chance de pouvoir accompagner Accessi Jeux au Festival de Cannes, quand même le plus gros festival de jeux de France. Donc, je me suis sentie vraiment extrêmement chanceuse de pouvoir être présente là-bas. Et c'était vraiment un plaisir d'être au contact du public, bien sûr, et de tout le monde du jeu, toutes les personnes dont on ne soupçonne pas vraiment l'existence quand on est simple joueur. Pour moi, le monde de l'édition, ça se limitait à voir des noms différents sur des boîtes de jeux. Voilà, un éditeur, je n'avais aucune idée de ce qu'il faisait. Et je ne me posais même pas la question, en fait. Voilà, à la Cannes, on croise voilà, toutes les personnes importantes du monde du jeu et on constate que ce sont très souvent des personnes extrêmement sympathiques et simples et accessibles, doublement accessibles pour le coup. Donc, c'était vraiment une expérience incroyable et je suis extrêmement j'ai vraiment envie de remercier l'association de m'avoir fait confiance parce que je suis bénévole seulement depuis 2 ans et ce n'était pas forcément voilà, évident qu'ils me le proposent et j'étais vraiment ravie de pouvoir participer au festival. Moi, le monde du jeu, je l'abordais de manière très consumériste et puis je ne me tenais pas forcément au courant de toutes les actualités. Donc, le festival de Cannes, bien sûr, je connaissais son existence, mais jamais j'y avais été. J'avais été au festival d'Essen en Allemagne, qui est un énorme festival de jeux, mais voilà, j'y avais été une fois parce que j'avais des amis qui y allaient, on y avait été ensemble. Voilà, première fois à Cannes, j'y vais en tant que exposant, les 4 jours, y compris la journée réservée aux professionnels. C'était vraiment incroyable, très enrichissant et des moments forts aussi avec le public. Incroyable, que des bons souvenirs. Du coup, tu as toujours joué à des jeux de société ou sans plus? C'est évident, je ne sais pas si c'est une bonne question, si ce serait une bonne question de savoir si c'est qu'on me l'a transmis ou si c'est moi qui ai cherché. Avec mes parents, on faisait déjà pas mal de jeux. Avec ma mère, pendant les vacances scolaires, on a beaucoup joué avec ma mère, mon frère. Chez mes grands-parents, mes cousines, voilà, c'était systématique. Après le repas, on ne se posait même pas la question, on allait chercher une boîte de jeux. Donc pendant très longtemps, j'ai connu les jeux de société classiques, Monopoly. À l'époque, il y avait Hôtel, il y avait Cluedo, on avait 5-6 boîtes de jeux chez mes grands-parents et ils tournaient en boucle. Les billets étaient complètement usés, les bâtiments tenaient plus debout. Enfin, c'était à la fin, il n'y avait plus de boîte, quoi. On était limite obligé de racheter le jeu tellement il avait été utilisé. Donc ça a toujours été comme ça. Et je me rappelle, je pense que c'était début des années 2000, quand j'ai commencé à découvrir qu'il existait d'autres types de jeux. C'était à l'occasion d'un long week-end prolongé avec des amis et on avait fait une partie des loups-garous de tierce-lieu. Et je me suis dit, waouh, mais là, il se passe quelque chose, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, je découvrais un nouveau monde. Et par la suite, par l'intermédiaire de ces mêmes personnes, j'ai découvert un jeu qui s'appelle Une vie de chien. Bon, avec le recul, c'est pas le jeu du siècle, c'est un jeu familial, c'est un jeu où le hasard diminue énormément au profit d'un peu de stratégie, un peu de réflexion. Et là encore, je me suis dit, ah oui, d'accord, c'est intéressant en fait. Et puis ça a commencé comme ça. Et après, une fois qu'on met un pied dedans, ça va vite, hein. Je suis arrivée à Paris en 2004, je crois. Très rapidement, je me suis mis en quête d'autres joueurs, quoi, parce que je me suis dit, il faut que je trouve des gens, en fait, pour continuer sur ma passion, sur cette passion naissante. Et c'était, je crois, par le site Trick Track, qui à l'époque, il devait y avoir un forum de discussion où les gens pouvaient se mettre en contact les uns les autres. Et ça a commencé comme ça. J'étais allée à une après-midi, un dimanche après-midi, une personne très gentille qui faisait une initiation chez elle, qui n'avait même pas participé au jeu. Elle nous avait expliqué, elle avait animé le jeu sans jouer elle-même, cette personne-là. Je crois un jeu qui s'appelle Age of Steam, si je ne me trompe pas. Alors là, ça commence à être un jeu assez lourd. 1 heure d'explication et ensuite voilà, plusieurs heures de jeu. Et j'ai adoré. Et là, j'ai commencé à créer des contacts avec des gens qui m'ont proposé de revenir jouer cette fois-ci chez eux, qui m'ont présenté leur cercle de joueurs. Et voilà, c'est des gens que je vois encore maintenant
plus de 15 ans après. Et voilà, en fait, souvent, c'est ça. Une fois qu'on a trouvé un petit cercle de joueurs qui a un peu le même style de jeu, parce que quand on commence à creuser dans le milieu du jeu, on s'aperçoit qu'il y a énormément de styles de jeu, que tout le monde n'a pas forcément envie de s'asseoir 4 heures autour d'une table à se creuser les méninges. Qu'est-ce que je vais faire au prochain coup? Et si je fais ça? Et si je fais ça? À peser le pour et le contre. Voilà, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Et du coup, on est content de trouver des gens qui sont sur voilà, la même idée. Pourquoi le nom Accès 6 jeux? Et ben, Accessi-Jeux, tout simplement pour rendre le jeu accessible. L'inclusion, c'est une des valeurs fondamentales de l'association. L'association a été cofondée par 3 personnes, dont Xavier Méran, qui est l'actuel président et qui est lui-même quasiment non-voyant. Pour lui, c'était l'idée de créer cette association pour pouvoir continuer à jouer malgré le handicap. Donc, Accessi-Jeux pour accessible, tout simplement. Et du coup, est-ce que vous êtes en partenariat pour vendre du coup des jeux? Enfin, comment ça se passe au sein de l'Accès 6 jeux quand tu es bénévole? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Alors, au niveau de la vente de jeux, les particuliers peuvent acheter directement sur le site Accessi-Jeux, le site internet Accessi-Jeux, moyennant une cotisation qui est de 30 € pour les particuliers, un peu plus pour les structures professionnelles. Et avec l'adhésion, après, il y a une réduction sur la boutique. Je crois que c'est 10%. Là, j'ai un petit bug. En tout cas, en gros, une fois que l'adhésion a été payée à l'année, ça amortit très rapidement le surcoût en fait, de la boîte de jeux adaptée. Donc, on a adapté à l'association 350 jeux différents et sur la boutique, je crois qu'on peut en acheter une centaine. Alors ça, là, on parle de jeux adaptés manuellement. Ça veut dire que les gens, quand ils achètent sur le site sur le site internet, ils achètent un jeu qui aura déjà été ouvert, dont le matériel aura déjà été manipulé pour que les bénévoles et les services civiques, parce qu'il y a plusieurs services civiques qui travaillent en permanence à l'association, pour que ces personnes-là aient pu l'adapter en collant les autocollants, les aimants, enfin tout ce qui est nécessaire à l'adaptation. Donc là, ça se passe notamment sur la boutique. Parce que alors, ça, c'était pour la partie jeu adapté manuellement. Après, pour la partie jeu réédité de manière professionnelle, là, les structures peuvent commander auprès de leur éditeur habituel, puisque c'est le même éditeur qui réédite la version de base, en fait. Donc, ils peuvent... Voilà, et sinon, c'est accessible également sur la boutique, le site internet. Alors, déjà, il n'y a pas que des bénévoles, heureusement, parce qu'en fait, on n'a pas forcément autant de temps qu'on voudrait pour pouvoir s'investir. À l'association, il y a 3, 4, ça dépend, en ce moment, je crois que c'est 4 services civiques qui sont là. Donc, c'est des personnes qui sont assez jeunes et qui viennent pour une durée de 6 mois occuper un emploi à caractère social, solidaire. Donc là, ces services civiques font un énorme travail d'adaptation. Enfin, ils font tourner un petit peu la partie, la partie boutique. Donc adapter les jeux, prendre les commandes, mettre les articles dans les cartons, les expédier à la poste. Voilà, tout un petit peu la logistique. Ils animent aussi des moments de jeu. Parce qu'il faut savoir qu'à la ludothèque, il y a pas mal de passages. Il n'y a pas que des non-voyants et des malvoyants qui viennent. Il y a aussi d'autres, toute forme de handicap ou toute personne qui peut être intéressée par ce type de matériel. Ça peut aussi être des personnes en situation de déficience intellectuelle ou des personnes en fauteuil. Donc les services civiques, éventuellement les bénévoles quand il y a besoin de donner un coup de main, peuvent venir pour animer des sessions, pour faire vivre un peu le lieu. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose, c'est qu'en allant dans cette association, moi, j'avais vraiment aucune expérience en termes de handicap et j'arrivais avec plein d'a priori dont je n'oserais même pas prononcer les mots parce que... On se fait une image et on la casse. Exactement, exactement. Et on n'est pas très fiers de l'image qu'on s'était faite, enfin, sans réfléchir, hein, juste des idées préconçues. C'est incroyable ce qu'on peut avoir comme idée préconçue quand on ne connaît pas, en fait. C'est très effrayant, mais bon, il vaut mieux affronter notre méconnaissance et progresser soi-même plutôt que rester sur des mauvaises idées. En tout cas, j'ai découvert que handicap physique et handicap intellectuel, mental, déjà, c'est 2 choses très différentes et qu'on peut être complètement non-voyant et faire des jeux hyper élaborés, à condition bien sûr que il y a une petite assistance au niveau du matériel,
Mais voilà, je me suis dit, enfin, limite, je me suis dit, waouh, c'est des gens comme moi, en fait. Et bon, c'est la honte de penser à un truc là. On est humain, on n'est pas parfait et c'est important de s'en rendre compte. Quand j'ai eu aussi l'occasion de rencontrer les personnes qui étaient en fauteuil ou des personnes handicapées au niveau voilà, des capacités mentales, cognitives, on se rend compte effectivement qu'on est très ignorant. Je me rappelle une fois avoir fait une partie dans le jeu avec quelqu'un qu'on m'a présenté comme n'ayant pas de déficit cognitif, mais qui était en fauteuil, donc qui ne bougeait quasiment pas, à part les yeux. On m'a dit: «Mais t'inquiète pas, ça va bien se passer». Et alors j'avais super peur parce que je me suis dit: «Mais comment je vais faire pour communiquer avec lui? Il parle pas. Si je lui pose une question, il pourra pas répondre». Et en fait, bon, je pense que ça s'est bien passé, mais le problème, c'est qu'on n'en est pas sûr, en fait, dans ces cas-là, parce qu'on peut se baser sur son instinct, mais la personne ne peut pas nous le confirmer. Donc, on est un petit peu, voilà, on sait pas trop, on se dit que ça a dû aller. On espère qu'il va revenir, ça, c'est le critère. S'il ne revient pas, c'est que c'était pas bien. Énormément. Parfois, les gens me demandent, «Mais tu as été payé pendant le festival de Cannes?» Non, j'ai pas été payé. Limite, j'ai pas envie d'être. Il y a quelque chose après quand on est, un peu dans le bénévolat, c'est quelque chose, de l'ordre un peu du don de soi et quelque part, être payé, ça gâcherait un peu le truc. Je sais pas comment dire. Après c'est parce que j'ai le luxe d'avoir un emploi à côté, qui me permet de faire ça, bien entendu. Mais non, franchement, les moments qu'on passe sont vraiment de grande qualité. Les personnes que je retrouve, bah, je les retrouve avec plaisir, toujours. Et c'est magique parce qu'en fait, c'est le genre d'endroit où on arrive un peu comme quand on va au yoga ou comme quand on va à la méditation. On arrive, quel que soit l'état, fatigué, déprimé, en colère, et on ressort, on est bien. On sent les bonnes ondes, l'énergie positive, des gens qui sûrement ont des problèmes, mais voilà, qui n'en parlent pas et qui utilisent voilà, ce petit moment tous ensemble pour penser à autre chose et pour être dans la bonne énergie, le plaisir d'être ensemble. Et ça, c'est hyper important. J'ai pu travailler avec des personnes en situation de handicap, à faire du sport adapté avec eux. Et c'est vrai que c'est souvent eux qui t'apportent le plus, en fait. C'est par eux que tu apprends énormément, en fait. Tu penses que tu vas leur apprendre, mais en fait, c'est eux qui t'apprennent beaucoup. Tant qu'on n'a pas vécu le truc, ça parle pas, en fait. C'est comme pour tout, les gens dans mon entourage qui ont un petit coup de blues ou quoi, j'essaie de leur dire: «Mais tu veux pas, trouver une cause, une association où tu pourrais t'investir?» Parce que enfin, après, on fait pas les choses forcément par calcul non plus. Vraiment, ça apporte, quelque chose et des choses qu'on a pu entendre: «Ouais, c'est bien d'aider les autres, tu vas voir, ça te fera du bien». Mais en fait, tant qu'on n'a pas essayé soi-même, on peut pas vraiment, comprendre. Il faut vraiment tester et pas hésiter à voilà, à découvrir de l'inconnu parce qu'il y a des belles surprises. Et puis, bah, je voulais te donner une astuce. Après, peut-être que tu l'avais testé avec une personne, bah, justement, des fois, elle communique que par les yeux, ou quand elle clignote des yeux, c'était oui, ou quand elle Oui, regarde. bah, c'était ça, oui, oui, c'est ce qui m'est arrivé. Et du coup, tu poses des questions de oui et de non, mais est-ce que la personne, elle savait lire? Parce que nous, souvent, c'était une ardoise et puis on écrivait, mais... L'occasion juste, ça a duré pas longtemps, hein, peut-être, Ouais, 1 ouais. heure, c'était parce que voilà, il y avait besoin d'un petit coup de main, donc j'avais été en renfort. Mm. On espère toujours avoir été utile dans ces cas-là, on se dit toujours, «J'espère que ma présence va apporter plus de points dans la colonne plus que dans la colonne moins», quoi. C'est quand même Mm. l'idée. Mais ouais, franchement, très enrichissant à refaire et à tester effectivement d'autres méthodes pour, Mm. être en permanence, ouais, en remise en question pour se dire qu'est-ce qui va le mieux marcher finalement. Concernant les commandes, tu disais que donc la personne, elle mettait dans les cartons et elle livrait. Les personnes, elles viennent, elles peuvent aussi venir dans la boutique et Ah oui, venir. absolument, mais c'est parce qu'en fait, le public de l'association, c'est pas juste, Paris et le 12e arrondissement, c'est, dans la France entière. Il y a des particuliers, des structures, c'est-à-dire des EHPAD ou des foyers, éducatifs ou enfin, toutes sortes de structures, des structures de jeux, des ludothèques, des bars à jeux, des cafés ludiques, heu, toutes les personnes du monde du jeu qui ont envie, soit d'avoir un petit fonds, jeux adaptés, soit d'organiser des événements, 1 fois, 2 fois par an, thématiques sur, le handicap, l'inclusion. La clientèle, on va dire, est très variée et pas seulement en région parisienne. Évidemment, les personnes, qui habitent proches peuvent venir tout à fait récupérer leurs commandes, hein. D'ailleurs, il y en a qui viennent, régulièrement. Mais, après, je pourrais pas dire dans quelle proportion, voilà, c'est plutôt province ou pas. En tout cas, au vu des commandes que j'ai pu voir passer, oui, c'est large. En France, c'est large. Et puis, c'est la seule association qui fasse ça en France.
et peut-être même dans le monde. Peut-être que ça va se développer. Mais oui, j'imagine que c'est aussi un projet pour la suite. 3-4 personnes qui sont service civique, donc c'est des contrats de 6 mois, c'est pas un temps plein, je ne sais plus combien d'heures ils font, sans vouloir dire de bêtises, peut-être 25 heures par semaine, ces personnes-là, avec une rotation assez fréquente. Après, il y a donc 2 personnes qui sont à la ludothèque. On a donc Xavier, le président, et Benoît, qui sont là très, très souvent. Benoît est partiellement salarié à Accessi Jeux. Après, c'est vrai que c'est une association et pour l'instant, c'est encore une association relativement modeste en termes de taille et de budget et de locaux. Et pour l'instant, ça ne permet pas qu'il y ait plus de monde. Mais par la suite, voilà, on espère pouvoir s'installer dans un espace plus grand avec possibilité de recrutement supplémentaire. Et du coup, vous êtes en partenariat, mais justement pour vendre, pour reprendre des jeux, pour les rééditer. En jeux réadaptés, il y en a, voilà, il doit y avoir 5 pour l'instant. Donc, Ok. ça fait 5 éditeurs, en gros, Ok. 5 éditeurs différents. Après, j'imagine, mais ça, là, je ne me suis pas penchée sur cette question, qu'il y a dû avoir des contacts pris avec d'autres éditeurs en vue de l'adaptation d'autres jeux. Mais c'est vrai que c'est encore une excellente question. Je n'ai jamais pensé à demander, OK, il y a ces jeux-là qui vont sortir sur, mais est-ce qu'il y a eu des projets sur d'autres jeux qui n'ont pas fonctionné? Pourquoi? Voilà, moi, je suis plus sur la partie maintenant animation, animation dans diverses conditions. Voilà, après, mais c'est une très bonne question et ça me donne envie de me renseigner un peu. On est content de te donner des idées. Mais du coup, quand tu y vas en tant que bénévole, donc tu vends ou tu animes principalement, c'est ça? Ah non, non, moi, je vends pas du tout. En Ah ouais, fait, voilà. Animation. non, on n'a pas d'action. En fait, les gens passent commande par le site et D'accord. viennent récupérer leurs commandes. Et c'est effectivement plus les services civiques qui vont gérer cette partie. Voilà. Après, mais je pense que la plupart des gens commandent quand même à distance. Quand je vais à la ludothèque, je vois rarement des gens défiler pour. Enfin, c'est pas une boutique. Hein. Enfin, on voit pas trop la partie vente. Non, moi, c'est vraiment la partie animation, et bah, surtout en fait sur les événements extérieurs, parce qu'on est, on va dire 4-5 bénévoles qui sont, enfin, j'oublie personne, on va dire 5-6 bénévoles qui se relayent sur les différents événements, les festivals, et ben, finalement, il y en a assez souvent. Tout le monde n'a pas les mêmes disponibilités. Moi, c'est plus voilà, ça, ce que j'ai choisi, et j'ai aussi une partie animation en visio. Alors, ça peut paraître bizarre. C'est quelque chose qu'on a lancé à peu près quand je suis arrivée il y a 2 ans. On était encore en plein dans le Covid et il y avait des personnes un peu plus vulnérables où les déplacements étaient encore compliqués. Il y a eu des périodes de fermeture, réouverture. Du coup, on avait commencé ça en faisant en alternance. Donc, en fait, le jeudi soir, c'est la journée, c'est la soirée, le jeu, en fait, soirée jeu. Donc, soit sur place à la ludothèque, à partir de 18, environ 18h, 18h, 21h, un peu plus parfois. Et l'autre jeudi, donc en alternance un jeudi sur 2, c'est jeu en visio. Alors, c'est très modeste, hein, c'est-à-dire qu'on se retrouve de 20h à 22h. On n'est pas très nombreux, on est 4-5. On a vraiment des retours hyper positifs là-dessus et ça motive carrément à continuer en fait. Assez incroyable, au départ, j'étais la première à être dubitative. Je me suis dit, OK, une soirée jeu en visio avec des non-voyants. Vraiment? Mais on va faire quoi en fait? On va faire les questions du Trivial Poursuite, on va lire les cartes. Enfin, alors déjà, là, je suis vite redescendue en fait. Je me suis rendu compte que les non-voyants avaient des capacités cognitives, je ne sais pas, enfin, le cerveau qui compense un handicap d'une autre façon. Donc, ils développent des compétences hallucinantes de visualisation dans leur esprit, de mémoire spatiale avec des degrés variables. Mais alors, certains sont bluffants, c'est inimaginable. Par exemple, un jeu comme Mot Malin, qu'on va faire d'ailleurs dans moins de 2 heures, si tout se passe bien. Un mot malin, il y a des mots qui sont en ligne, des mots qui sont en colonne, donc ça fait une grille de mots qui se croisent. Donc, je leur lis tous les mots qui sont horizontaux, ensuite tous les mots qui sont verticaux, une fois ou deux, mais sinon, après, c'est photographié, quoi. C'est impressionnant.
Mm. Du coup, quand je joue avec des voyants et des non-voyants ensemble, souvent les voyants me disent: «Attends, je vais prendre une feuille et un stylo parce que là, si moi je vois pas, je vais pas y arriver». Donc on a commencé, voilà, les jeux de quiz, TTMC par exemple, tout à fait approprié. Il suffit de Mm. dire les cases qui sont juste derrière pour que la personne puisse un peu anticiper, le risque qu'elle a envie de prendre sur ce jeu-là. Voilà, les jeux de questions, pas de souci. Après, il y a un jeu comme Shabadabada où là, le truc, c'est de chanter. Donc, il y Mm. a deux mots qui sont donnés, un mot en français, un mot en anglais, et les équipes doivent se relayer en chantonnant un extrait contenant un de ces mots. Il n'y a même pas besoin de visualiser quoi que ce soit. Ça marche bien en général. Les gens sont assez. C'est très marrant. Parce que l'idée, c'est aussi de passer un bon moment. Les jeux narratifs aussi, les jeux où il y a une sorte de maître de jeu qui donne un peu une ambiance. Vous êtes arrivé sur une planète, vous allez ouvrir la porte de la station spatiale, vous allez voir ce qui se trouve dehors, et là, l'équipe se concerte, dit on ouvre le sas, on va plutôt avant regarder s'il n'y a pas un truc posé sur un meuble. Enfin, voilà, les jeux voilà, narratifs, comme à l'époque, les livres dont vous êtes le héros. Voilà, maintenant, il y a des jeux dans ce thème-là. Donc ça, c'est effectivement aussi très adaptable. Et puis après, voilà, on essaye de réfléchir si le jeu pourrait passer ou pas. Mais alors là, ça devient quand même ultra sélectif. Hein. Là, sur les 350 jeux adaptés qu'il y a à la ludothèque, on fait souvent un peu la même chose, mais c'est pas très grave. Top 10 aussi. Top 10, qui est un énorme succès commercial qui plaît à beaucoup de gens. Ça, Top 10, là, ça demande un tout petit peu d'anticipation. Ce que je fais en général quand je propose Top 10, c'est que j'envoie à chaque personne la liste tour par tour des chiffres qu'il va avoir. La personne reçoit tour 1, tu auras le 3, tour 2, tu auras le 5. C'est pas grave de savoir à l'avance, ça n'a aucun impact. Donc, et là, ça marche super bien. Donc les gens parfois me disent juste: tu peux me rappeler à quel tour on est? 3. Donc chacun consulte discrètement parce que les malvoyants ont une synthèse vocale. Mais bon, ça s'est hyper bien passé. Donc les gens prennent connaissance de leur numéro chacun de leur côté, et hop, après, c'est uniquement à l'oral de toute façon. Donc on essaye de pallier voilà, au manque de. Quand il y a il y a du texte ou des choses écrites, on essaie de voir si on peut l'adapter différemment. Du coup, donc tu disais qu'il y avait 350 jeux adaptés au sein de la ludothèque et tu me disais qu'il y a 5 jeux qui ont été créés au sein de la ludothèque, c'est ça? Ils n'ont pas été créés, ils ont été réédités professionnels en partenariat avec les éditeurs. C'est-à-dire des jeux qui existaient déjà, mais qui ressortent dans une autre version pour le grand public, mais accessible aux non-voyants. Alors, ça a commencé avec Tutilix, qui est un jeu multiple. Dans un jeu, il y a plusieurs jeux. C'est un jeu à base de lettres, de mots. Je dois avouer que je n'y ai pas encore joué, mais il faut que je m'y mette. Après, il y a Quarto Access. Quarto, qui est un jeu pour 2 joueurs abstrait. Et c'est un jeu qu'on propose très souvent pendant les festivals, les salons, parce que déjà, le matériel est beau et c'est très attractif. Je trouve un des jeux les plus faciles à tester avec le masque sur les yeux, parce qu'on fait aussi de la sensibilisation au public sur le handicap visuel. Donc, les gens mettent un masque et s'en sortent je trouve assez bien. D'ailleurs, on se remet en question, mais c'est assez drôle de voir les gens. Et ils jouent le jeu, ils ne trichent pas. On pourrait se dire, ouais, ils vont en profiter pour soulever le masque. Non, les gens n'en profitent pas du tout. Donc, Quarto Access. Après, il y a eu Mo Access. Mo, qui est un jeu à la base, un jeu familial avec des cartes, des vaches, des mouches, un système de points négatifs, qui a été réédité dans sa version accessible avec un matériel vraiment beau. Quoi. Et au final, on n'a même pas envie de jouer avec le jeu de base une fois qu'on a vu l'autre. Quand on a la possibilité de jouer au jeu adapté, c'est nettement plus agréable. Bon, évidemment, il y a un petit surcoût, hein, c'est normal. Et voilà, ça, c'était les 3 qu'on avait jusqu'à présent. Et on a présenté en avant-première au festival les nouveautés. TTMC, tu te mets combien en version Access, et Lucky Numbers en version Access aussi, avec un matériel repensé à la fois visuellement, tactilement, et avec l'assistance vocale pour TTMC Access, avec la système de puce intégré aux cartes. Quels sont tes jeux de société que tu aimes et quel est ton jeu du moment? Donc, mes jeux du moment, je sais qu'à Cannes, on a testé un jeu qui s'appelle Trio, qui est un jeu de cartes
avec comme mécanisme la mémorisation. Donc, c'est un peu une sorte de memory, un peu voilà, revisité, très efficace, voilà, et qui plaira vraiment à pas mal de gens, je pense. Ça m'avait bien plu. J'ai testé aussi lors du festival un jeu à rôle secret où on doit le jeu s'appelle Wombat quelque chose, où on doit construire une pyramide en respectant voilà, un ordre dans lequel on met les pièces, en commençant par la plus grande, ensuite par taille décroissante. Et parmi les joueurs, il y a un méchant Wombat qui va détruire la pyramide des autres. Parce que l'astuce, c'est qu'on joue les yeux fermés. Enfin, une main sur les yeux et une main qui construit ou qui déconstruit. Ça m'a bien plu aussi. Plutôt tendance à, quand j'ai l'occasion, enfin quand j'ai le choix, à faire plutôt des gros jeux. J'ai 2 jeux voilà, qui se disputent la première place. J'ai jamais réussi à faire vraiment le choix entre les deux. Et c'est Projet Gaïa et Terraforming Mars. Mais là, voilà, c'est le genre de jeu, il faut compter 1 heure d'explication, 3 heures de jeu derrière. Ça, moi, j'adore. À la ludothèque, donc aux soirées jeux du jeudi, on a un public qui est quand même assez varié en termes d'âge, d'envie de passer du temps à jouer ou pas, voilà, de réflexion. Donc, on essaye de concilier un peu tout le monde. C'est pour ça qu'on se retrouve à faire des jeux plutôt de style familial. Comme on a aussi envie de se faire plaisir, et comme il y a les services civiques qui sont aussi là pendant ces soirées jeux, du coup, ça peut arriver que les services civiques s'occupent d'1 ou 2 tables avec des gens qui ont envie de faire des jeux, on va dire, familiaux, grand public. Et nous, on se met derrière et on fait un jeu un peu plus charnu, on va dire, que tout le monde voilà, trouve son compte et prenne plaisir à jouer et à revenir. Concernant ta famille, tes amis, tout ton entourage, ils t'ont soutenu dans ce que tu faisais? Alors, bah, soutenu, oui, hein, parce que ils sont assez, je pense, comment dire, enfin, alors, je vais pas dire Joueur. admiratifs, mais je pense qu'ils trouvent que c'est bien que j'ai trouvé une façon, sans en faire une activité professionnelle, mais une façon de voilà de m'investir dans quelque chose qui me plaît. Voilà, quand on parle d'une association qui vise à rendre le jeu accessible, ça, on part avec un capital sympathie hyper important. Donc Mm. forcément. Ils trouvent ça super ce que je fais. Mm. Après, c'est vrai qu'ils sont pas passés à la ludothèque, ils m'ont pas vu non plus en intervention. Oh, ça se trouve, je serais hyper intimidée, j'oserais rien du coup un peu une autre casquette quand on est, Mm. bah, on endosse, hein, on a le t-shirt comme là. Du coup, voilà, on est comme ça, on a un peu une cape de super pouvoir. C'est plus vraiment nous, on est juste un bénévole lambda pour l'association. Après, je dois dire que mes amis, en général, c'est des joueurs. Et s'ils l'étaient pas, ils le deviennent. Puis, en fait, c'est rare les gens qui n'aiment pas jouer. Et puis parfois, ce qui est drôle, c'est que les gens n'aiment pas forcément jouer, mais ils vont le faire bah, pour la convivialité, en fait. Je pense que ma mère, par exemple, c'est pas quelqu'un qui aime vraiment jouer. Mais par contre, elle a toujours utilisé le jeu comme un vecteur voilà, de rassemblement, exactement. Quand on était petit avec mon frère, voilà, c'était le prétexte de faire une activité ensemble. Mm. Et bah, d'ailleurs, encore maintenant, quand je vais chez mes parents, voilà, je sors un jeu et je sens que c'est une façon voilà, de passer un moment ensemble. On peut discuter des heures, mais aussi on peut voilà, faire un jeu, c'est une façon d'être ensemble. Et bah, du coup, qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce que tu fais? Combien de temps tu passais à peu près au sein de l'association? Alors, le temps, c'est très variable en fait. Les semaines, enfin, après, je dois dire que je passe pas non plus énormément de temps parce que voilà, bah, déjà, je travaille à temps plein et j'essaie à côté de faire d'autres choses, bah, du sport, des soirées jeux avec mes amis, avec enfin, d'autres activités. Une semaine creuse passe 3 heures pour la ludothèque. Bah, y aller le jeudi pour jouer sur place, c'est une façon de se faire plaisir, mais c'est aussi une façon de rendre le lieu vivant, parce que si aucun bénévole ne venait, bah, ça fait un peu plus de présence. Et puis, on est prêt, on est sur place. S'il y a besoin, on peut me dire, ah bah tiens, Élise, tu peux expliquer tel jeu. Alors, au début, c'est la panique, hein. Au début, qu'on n'a pas l'habitude, et puis en fait, ça vient progressivement. Après, on retient les règles de plus en plus facilement, on trouve des petites astuces. Moi, j'ai un petit cahier secret où j'ai mes notes personnelles, et puis c'est souvent les mêmes jeux qu'on réexplique. Donc après, ça, voilà, on sait qu'on peut être présent, on est envahi, quoi. On peut venir en touriste, mais s'il y a besoin, on peut donner un coup de main. Et puis Mm. l'autre semaine où là, je fais des animations en alternance hein, avec d'autres bénévoles aussi. C'est les animations, les festivals, les salons, les forums.
Et là, je trouve que c'est quand même c'est plutôt assez croissant comme activité. Là, à Cannes, on y était 4 jours et ça a été 4 jours intenses. Il fallait me balader sur la Croisette. J'ai à peine vu la lumière du jour. On entrait le matin, on sortait le soir. C'est du non-stop. Et même quand on n'est pas sur le stand, il y a tout après toute la partie réseau, revoir les gens, enfin, entretenir des relations voilà, professionnelles avec tous les acteurs du monde du jeu. Ça fait partie, bien sûr, aussi de l'événement. Quand on est comme ça en intervention sur une journée ou plusieurs journées d'affilée, voilà, là, c'est beaucoup plus intense. Et pour toi, quelle est la définition que tu donnerais du mot joueur? Moi, je dirais que déjà, un joueur, c'est quelqu'un qui a gardé une part d'enfance et qui l'assume pleinement. Les gens qui me disent les jeux, c'est pour les enfants, je me dis, ok, toi, t'as rien compris, quoi. À la base, c'est plus les enfants qui jouent, mais voilà, il y a pas de barrière, il y a pas à tel âge, on arrête de jouer. Non, on garde cette envie de jouer. Je pense que déjà, il y a un peu de ça. Par exemple, pour moi, les échecs, alors, attention, je vais me faire des ennemis, pour moi, les échecs, c'est pas vraiment un jeu parce que je trouve qu'il y a très peu d'interaction, que c'est uniquement du calcul. Je le mettrais vraiment à part. Pour moi, un joueur, c'est quelqu'un qui a envie de partager, envie d'être dans l'échange, quelqu'un de plutôt positif parce que jouer, c'est ce qu'on remarque, c'est qu'on s'expose en fait, on s'expose à des frustrations, ça se passe pas toujours comme on veut. Si on est sur des jeux un peu plus compétitifs, les autres peuvent nous embêter, nous faire des mauvais coups. Donc ça oblige à prendre sur soi. Donc c'est quelqu'un qui a quand même la capacité d'encaisser et voilà, de pas se laisser aller trop à ces émotions négatives. Voilà, moi je suis la première à rouspéter si on me fait un sale coup ou alors voilà. Mais j'essaye quand même de pas en faire trop parce que l'idée c'est de rester dans voilà, le positif et que tout le monde passe un bon moment. Après, bien sûr, plus le jeu est compétitif, plus on a envie de gagner. Voilà, quelqu'un qui accepte ça. Ou alors, comment devenir un bon joueur? En étant à l'écoute des autres, en étant à l'écoute de ce que les gens peuvent nous renvoyer sur nous-mêmes, d'accepter qu'on n'est pas parfait et que parfois, voilà, on fait des choses qui parfois plaisent pas aux autres et se remettre en question, c'est important. En fait, c'est drôle, mais quand on joue, souvent, on montre vraiment sa vraie personnalité. Ça, c'est impressionnant à quel point on peut un peu se démasquer. C'est drôle parce que j'ai interviewé donc, il n'y a pas longtemps Thomas de la chaîne Ludovox qui présente les ludochronos. Et il Ah me oui. disait, oh là là, j'espère que ce que je montre en jeu, je ne suis pas la vraie personne en réalité. Parce qu'il disait, moi je suis énervée, frustrée, et il me montre toute sa colère, etc. Je dis, mais en fait, le jeu, ça permet d'exprimer ses émotions. Mais c'est vrai qu'on ressort ce qu'il y a au plus profond de nous. Et il dit, bon, moi, j'espère que je ne suis pas un méchant, etc. Je dis, non, tu as besoin peut-être de l'exprimer. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Après, voilà, le jeu peut aussi avoir cet aspect-là d'exutoire. Mais là, je tempérerais un petit peu parce que je pense que ça peut. Enfin, il ne faut pas trop en abuser, hein, parce que les autres ne sont pas des psys. Hein, les autres ne sont pas là pour encaisser voilà, l'énergie négative. Mais après, ça peut être fait, en général, c'est fait de manière quand même assez suffisamment réfléchi pour que ça passe bien, en fait. On va toujours ajouter un peu d'humour, un peu d'autodérision, et là, ça passe, effectivement. Mais moi, je pense quand même que voilà, c'est un peu la vraie personnalité qui ressort, quoi. Parfois, on voit des choses, on dit, ouh là, d'accord, ok, Je ne pensais pas comme ça. voilà, on prend note, d'accord. Puis ça donne envie de creuser un peu plus pour vérifier deux, trois trucs. Quelles sont les personnes que tu me conseillerais à interviewer prochainement? Moi, je te conseillerais d'interviewer des gens avec des profils très différents, parce que je pense que c'est bien aussi voilà, que le public, enfin, que les joueurs puissent voir aussi un petit peu l'envers du décor. C'est toujours intéressant. Puis ça peut donner des idées. Enfin, je pense que c'est un tort et je pense que c'est important de prendre le jeu dans sa globalité, pas juste l'auteur, mais aussi voilà, tout le monde du jeu qui est derrière. Tous les gens que j'ai rencontrés à Cannes étaient vraiment des gens très agréables, très ouverts, très, très avenants, très faciles d'accès. C'est vraiment un plaisir. Et puis, ils méritent aussi la reconnaissance parce qu'on parle beaucoup des auteurs, mais
toutes les coulisses que le public ne voit pas. À Cannes, par exemple, tout ne se passe pas au sous-sol -1 et au rez-de-chaussée. Il y a des étages où il se passe des choses plus professionnelles, des contrats, des rendez-vous, voilà, toutes les coulisses du monde du jeu, et chaque personne a son importance. Et je pense que c'est un peu frustrant de travailler dans l'édition et qu'en fait, tout le monde s'en moque de qui on est. Ben, c'est ce que j'essaye de faire donc sur la chaîne, de valoriser toutes les personnes qu'il y a derrière une boîte de jeux de société, donc l'auteur, l'illustrateur, les éditeurs, les livreurs, les bénévoles, toutes ces personnes qui participent en fait aux jeux de société et faire vivre notre passion, quoi. Aussi, les bénévoles sur des événements comme les gros festivals, Paris et Ludique, le FLIP, le festival de Parthenay. Même les organisateurs des festivals. Je peux contacter les organisateurs de Paris et Ludique pour voir si un serait intéressé voilà, pour faire une petite interview. Je me renseignerai et puis je leur donnerai ton numéro de téléphone, tu me redonneras ton nom et tout ça. Parfait. Eh ben, super, merci beaucoup. Merci beaucoup, Élise, pour ce partage où on sent cette passion dans ton cœur. En tout cas, tu l'as très, très bien exprimé. Donc, ça fait plaisir de voir ces sourires et ces moments de partage. Le jeu, ça permet d'exprimer nos émotions, mais il y a énormément de bienfaits, je pense, sur la santé, au niveau de nos capacités physiques, psychologiques et sociales. Enfin, je pense que ça interagit tout le temps avec les trois. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire par rapport à ça, sur la santé. Social, c'est évident. Et un travail sur soi aussi, sur voilà, la gestion de ses émotions, parce que c'est important d'envisager, comme tu dis, le jeu voilà, dans tous les effets positifs qu'il peut avoir, pas uniquement la convivialité. C'est sûr que... Eh ben, du coup, on a un blog qui s'appelle Le Coin des joueurs. On a déjà publié plus de 30 articles. Donc, c'était surtout, ça pouvait être nos 5 jeux coopératifs préférés, nos 7 jeux détestés, nos 7 jeux préférés. Qu'est-ce qu'on peut faire lors des soirées de fête de Noël? Quels sont les jeux qu'on vous conseille? Ça peut être un jeu en particulier, notamment le TTMC. On a écrit tout un article dessus. Voilà, tu as vraiment de tout. Et par contre, la chaîne YouTube, on vient de la démarrer, donc il n'y a pas longtemps. Pour l'instant, bon, je pense qu'on arrive vite à une dizaine de vidéos. Moi, c'était surtout le côté interview. La première personne qu'on a pu interviewer, c'était Philippe Pinoli, champion de Monopoly de France. Et sinon, on a déjà expliqué des jeux de société. Moi, je travaille en tant qu'animatrice chez Waka Waka. Donc, je propose des jeux de société, des après-midi de jeux de société chez les personnes. Et à la fin, il y a possibilité qu'elles commandent. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup faire ces après-midi jeux de société parce que on donne énormément de sourires aux personnes et il n'y a rien de plus d'enrichissant que de donner le sourire aux autres, quoi. Ah, mais complètement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et vraiment, je pense que je vais même suivre ta chaîne avec grand intérêt. C'est le coin des joueurs, hein, c'est ça? Ouais, le coin des joueurs. Bah, bravo pour ce que tu fais en tout cas, et merci de m'avoir proposé cette interview pour mettre en avant Accessi Jeux, parce que c'est vraiment une association qui le mérite, et on apprend énormément, et comme tu dis, on apporte aussi beaucoup de choses aux gens, et à chaque fois que quelqu'un me dit merci, c'est trop agréable, ça fait trop plaisir de vous retrouver. Ah ben voilà, on est reparti pour un tour, hein. Ça motive à fond, quoi. Donc, Merci d'avoir accepté cette interview. avec grand plaisir, merci à toi.